Un gars simple de Perm a créé sa propre machine CNC et l'a produit en série. Une équipe de jeunes passionnés a développé une gamme de scanners tridimensionnels et en produit des milliers. L'Institut de Saint-Pétersbourg a lancé la production d'installations uniques de fabrication additive par laser. Leurs compatriotes ont créé une machine à 5 axes pour l'usinage de pièces complexes et des spécialistes biélorusses ont apporté en Russie des solutions innovantes en matière d'automatisation. Comment l'industrie russe concurrence-t-elle la Chine aujourd'hui? Dans quel domaine vaut-il mieux coopérer que concurrencer? Dans le reportage d'aujourd'hui depuis le salon Metalobravodka 2026, nous allons vous présenter 5 histoires différentes sur la façon dont nos compatriotes font avancer l'industrie grâce à leur intelligence et à leur savoir-faire. Les machines-outils CNC modernes sont un sujet sensible pour l'industrie russe. C'est d'autant plus agréable de rencontrer à l'exposition un fabricant qui a décidé de s'attaquer à ce sujet complexe uniquement par enthousiasme et qui a déjà obtenu certains succès. Salut Ruslan. Eh bien bonjour. Écoute, c'est ta création ça? Oui, c'est notre création. Raconte-moi comment c'est apparu et comment l'idée de travailler avec des machines-outils et d'en fabriquer en Russie a pu te venir à l'esprit? Même si nous savons que c'est vraiment une question très difficile parce que la concurrence des Chinois est forte. Et en général, ce sont des technologies de pointe. Il faut vraiment comprendre ce que l'on fait ici. Eh bien, ma formation était précisément dans la spécialité de l'usinage des métaux. Et je travaille dans ce domaine depuis 2012. Puis en 2017, nous avons décidé de nous lancer dans ce domaine, de construire des machines-outils. Donc, de 2017 à 2021, nous avons construit notre premier modèle. Le R150T, ça a été incroyablement difficile. Peut-être 3 fois, nous avons pensé arrêter, enterrer ce projet, mais après une nuit de sommeil, le matin, l'énergie revenait, et ainsi de suite. Et nous continuions. En tout, 4 ans. Nous avons mis 4 ans à construire le premier modèle. Le premier modèle, quand nous avons construit le R150T, il a été acheté par des gars de Purgan. Ce sont des particuliers. Un grand merci à eux, parce que je pense que c'est justement eux qui nous ont donné cette impulsion, cette bouffée d'oxygène pour développer ce modèle. C'est-à-dire que sur le R150T, nous avons compris, nous avons tiré des conclusions d'un grand nombre d'erreurs, nous avons corrigé ces erreurs et nous avons créé ce nouveau modèle. Le 150T qui a une taille extérieure très compacte, mais en même temps une puissance élevée et peut traiter à l'intérieur des pièces de grande dimension. C'est-à-dire que beaucoup de visiteurs viennent et disent qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'ils imaginaient, que ce qu'ils avaient vu dans mes vidéos, dans les clips. C'est vraiment génial, c'est super. Combien de machines-outils de ce type avez-vous fabriqué? 20 machines-outils de ce modèle. Produire 20 machines-outils constitue déjà une production en série, même si elle reste modeste. Et à quoi ressemble ce business? Comment faites-vous face à la concurrence de la Chine? En ce moment, pour mon partenaire, pour l'équipe, je dirais que c'est un excellent exercice intellectuel pour nous. C'est-à-dire qu'actuellement, sur ce sujet, nous n'avons pratiquement aucun bénéfice. Je dirais même qu'il n'y en a pas. Nous sommes également fournisseurs de machines-outils en provenance de Chine, mais nous ne nous permettons pas de nous reposer sur nos lauriers, de ne compter que sur ce canal de vente des machines chinoises et de simplement gagner de l'argent dessus. Non, nous continuons quand même à investir de l'argent là-dedans. Nous allons dépenser de l'argent pour cela, pour nous développer. Comment se développer? Après tout, votre produit contient sûrement encore des composants importés. Oui, il y a des composants importés. Et comment avancez-vous? Parvenez-vous à augmenter le taux de localisation? Oui, nous y parvenons, car nous avons fabriqué notre propre broche il y a littéralement 1 mois. Il attend actuellement un nouvel ensemble, un ensemble métallique pour l'assemblage et les tests. Nous avions déjà fabriqué des broches en 2021. Nous avons mal fabriqué notre broche, mais elle fonctionne quand même. Elle a un faux rond de 5 microns et, pour une certaine plage de diamètre et de vitesse, ce n'est absolument pas compliqué. En deuxième position, nous avons cette tourelle porte-outils. Ensuite, continuons. Guidage sur Royle, usine d'Amoutninsk. Nous produisons peu de ces machines chaque année, en petite série, avec une équipe réduite de 5 personnes. Nous assemblons 4 à 6 machines de ce type par an. Mais grâce à une approche compétente de l'assemblage, nous montons une machine en 10 jours. Nous pouvons facilement en produire 4 par mois. Ah, vous pouvez vite augmenter la production si besoin. Nous avons un système interactif d'assemblage des machines. C'est-à-dire que toute personne qui connaît le nom des outils peut effectuer l'assemblage.
Tout l'assemblage est réalisé avec des clés dynamométriques, afin d'assurer une uniformité absolue de chaque machine assemblée d'une machine à l'autre. Quels sont les plans pour développer ce domaine à l'avenir? Ensuite, Bourdos, cette machine, pour la broche, attend l'assemblage du kit métallique. Elle attend également la poupée avant pour la broche, la fonte a déjà été coulée. Ah, pour juin, le chariot principal de l'axe Z en fonte est prévu. Pour septembre, le bâti en fonte est prévu. Et à cette étape, en tant que concepteur, je peux être tranquille pour cette machine. Elle sera toujours assemblée chez nous. Je n'interviendrai plus dessus. Et l'année prochaine, je m'occuperai déjà d'un nouveau modèle, ce sera un tour fraiseuse. Parce que 8 demandes sur 10 concernent déjà précisément la partie tour fraiseuse. C'est-à-dire qu'on voit clairement que sur le marché, la nomenclature des pièces devient beaucoup plus complexe, ce qui est une bonne chose. Autrement dit, elles deviennent plus compliquées, donc des produits plus technologiques apparaissent. C'est intéressant. Un tel tour fraiseuse aura une tourelle motorisée, 3 axes et des portes-outils motorisés. La vitesse de changement d'outil est élevée. La tourelle n'a pas besoin de temps pour se repositionner ou pour lancer le bloc motorisé, ce qui évite toute perte de temps. Et surtout, ce type de configuration où la tête motorisée, la tourelle est en haut et en bas l'outil fixe. Je pense que nous allons essayer de concurrencer les Chinois sur les prix. En fait, c'est possible, même en série. J'ai calculé qu'avec environ 30 à 40 machines de ce type par an, nous pouvons déjà baisser considérablement le prix. Pouvez-vous aussi nous parler de votre autre activité? Vous créez des plateformes intéressantes. Dans quel but et de quoi s'agit-il? Est-ce un hobby ou un business? J'ai décidé de construire des plateformes à chenilles, des plateformes multifonctionnelles. Il y a aussi, bien sûr, une particularité technologique. C'est une très grande rapidité d'assemblage de la plateforme. La construction est très simple. Il n'y a absolument aucun travail de soudure. Il y en a un peu sur l'armoire électrique, mais c'est juste pour l'étanchéité. Et tout le châssis sort simplement du laser, de la plieuse. Le temps d'assemblage du châssis lui-même est de 3 heures. Donc en fait, si on parallélise l'assemblage de l'armoire électrique et du châssis de la plateforme, au maximum cela prendra 4 heures pour tout assembler. Et si on prend de l'expérience, qu'on perfectionne ses compétences, alors cela prendra 2 à 3 heures pour assembler. Ce sont des plateformes à chenilles comme ça. Elle est aussi télécommandée, si je ne me trompe pas? Télécommandées. Et avec de très bonnes caractéristiques. La capacité de charge est d'au moins 350 kg. La force de traction est très élevée, je ne l'ai pas mesurée. Je l'ai seulement testé simplement sur le sol, posé par terre sans aucune roulette. 1 tonne dessus, il l'a fait avancer. Et la dernière fois qu'on a parlé, c'était il y a 2 ans, c'est exact. Beaucoup de nouveaux abonnés sont arrivés qui ne connaissent pas ton histoire. Et t'as une histoire vraiment géniale parce que votre entreprise est partie d'un garage. En gros, c'est une start-up classique, mais dans un domaine très important de haute technologie. Reviens en arrière, explique comment tout a débuté et pourquoi. Notre directeur général Roman a tout lancé. Il vient de la ville de Novokuznetsk. Il y a environ 10 ans, il a décidé de créer un scanner 3D. Nous nous sommes rencontrés par hasard sur Internet. C'est alors que nous avons décidé de créer notre entreprise de fabrication de scanners 3D. Des scanners 3D portatifs russes que personne ne fabriquait en Russie à l'époque, on peut le dire, précisément avec un éclairage laser. Environ 1 an plus tard, nous avons immatriculé une société. Nous sommes devenus résidents à Pulkovo et nous avons lancé notre premier produit sur le marché. C'est le modèle L5. Ce modèle a été reconnu. Elle s'est déjà vendue à plus de 1600 exemplaires. L'entreprise est passée de 4 personnes à aujourd'hui 13 employés. La production est à Novokuznetsk, région de Kemerovo, où se trouve l'équipe principale. Nous préparons un nouveau produit et avons présenté un prototype à l'exposition. C'est déjà une solution plus professionnelle. Un scanner métrologique. Nos principaux concurrents sont principalement des scanners industriels chinois. Et donc, ce nouveau modèle que tu appelles métrologique, il se distingue par une plus grande précision. Une vitesse supérieure, une plus grande zone de numérisation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce de l'ancien modèle ici. Nous faisons aussi de la rétro-ingénierie, comme beaucoup d'autres, et nous avons démonté plusieurs modèles de scanners professionnels pour savoir comment ils sont fabriqués. Bien sûr, l'essentiel reste le logiciel, et personne ne nous dévoilera les algorithmes. On peut voir comment ça fonctionne, mais on ne peut pas voir le code. Le code est écrit par notre directeur général Roman, aussi principal programmeur. Je vais vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Toute la gestion passe par l'écran tactile du scanner. Voici une pièce, et donc j'enregistre la géométrie de la pièce, que j'enregistre ensuite dans le logiciel, et je peux la transmettre au concepteur pour la conception.
et pour créer une copie, ou pour apporter des modifications au modèle existant. Et comme nous avons commencé à le faire au bon moment, en 2020. C'était vraiment nécessaire. C'est pourquoi, à partir de février 2022, les Américains ont imposé des sanctions à notre entreprise. Notre chaîne YouTube a été supprimée, nous sommes donc passés aux réseaux sociaux russes, nous allons ensuite contourner les sanctions pour accéder aux marchés étrangers. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Evgeny. Merci. L'Institut des technologies laser et de soudage de l'Université d'État maritime technique de Saint-Pétersbourg a présenté à l'exposition une machine de fabrication additive laser de 3e génération, ELIST L, pour la production de pièces à partir de poudre métallique. Elle est 3 fois plus productive que son prédécesseur. Mais pour réaliser un tel bond, il a fallu résoudre des tâches d'ingénierie complexes lors du développement. Le problème, c'est que la tête standard surchauffe. Elle ne peut pas fonctionner longtemps. Il a fallu tout refaire. Un système de refroidissement interne très puissant y a été intégré. Refroidissement par eau du boîtier. Refroidissement par gaz de l'optique. Pour les fabriquer vite, cette tête a été fabriquée par fabrication additive. Toutes ces solutions ont permis de réduire le coût de production de 30%, ce qui a permis de franchir le seuil de compétitivité face au moulage complexe. Les nouvelles technologies deviennent accessibles à tous après avoir été rares et coûteuses. Et voici une autre nouveauté, l'installation compacte et abordable ELIST S. Et tout comme toutes nos autres machines, il s'agit d'un développement entièrement national. Personne, grands ou petits, ne possède quelque chose de similaire. Dans ce domaine, la Russie est vraiment leader technologique et les autres ont encore beaucoup à faire pour nous rattraper. Peu coûteuse, elle peut être achetée par des collèges ou universités pour enseigner aux enfants. Du point de vue de l'apprentissage de la technologie, il n'y a aucune différence, que ce soit cette machine ou les grandes, même les programmes sont transférables. La machine a été développée en 1 an. Et elle a été fabriquée en 1 an. Et ce n'est pas un prototype, c'est le premier modèle de série. Cela montre la rapidité du développement. Et quand on dit que dans notre pays tout se fait lentement, certains font vraiment les choses lentement, mais d'autres font tout rapidement. Une telle machine peut être utilisée non seulement pour la production, mais aussi pour la réparation de pièces par la méthode du dépôt laser. Elle permet de réparer pratiquement n'importe quelle pièce métallique usée, que ce soit un ancien groupe de compression de gaz, une vieille pompe, n'importe quoi. Même reconstituer une pale de turbine. Le marché des technologies de fabrication additive croît très rapidement, mais la concurrence y est énorme, surtout avec la Chine. Ici, une chose nous aide, c'est notre niveau d'intelligence. Dans notre pays, nous avons tout de même un bon niveau d'intelligence. Ainsi, nous regardons ce que font nos camarades chinois. Ils créent des systèmes automatisés, pas pour ce type de machine, mais pour les machines à fabrication couche par couche, des systèmes automatisés et même automatiques de remplacement de la poudre. Essayons de créer un système pneumatique pour la machine CLM et un système de recirculation de la poudre qui soit meilleur et moins cher que ceux des Chinois. Voilà. On peut aussi améliorer le système de contrôle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et que même les bons copieurs chinois ne vont pas inventer eux-mêmes. Mais ils ne l'ont toujours pas inventé jusqu'à présent. Et ils ne l'inventeront pas non plus. Et alors, on pourra s'en sortir grâce à notre niveau technologique? On ne peut gagner qu'avec notre intelligence? Non, mais il faut faire avec ce qu'on a. Si on avait 1 milliard, on pourrait miser sur la taille du marché comme les Chinois. Mais ce n'est pas possible. Mais au moins, on a de l'intelligence. Oui, il semble que Dopod en ait aussi. On a aussi de bonnes mains, il ne faut pas l'oublier. On va réussir grâce à notre intelligence et à nos mains. Saint-Pétersbourg est même devenu le centre national russe des technologies additives et d'usinage des métaux. Nous avons rencontré à l'exposition la société Système Laser, dont nous avons récemment parlé en détail sur notre chaîne, ainsi que la société Unimash, que nous n'avions pas vue depuis plusieurs années. Voici notre nouveau développement, un centre d'usinage à portique fixe et 5 axes. Cette installation peut être utilisée dans différents secteurs industriels, l'aéronautique, la construction navale, la construction mécanique. Elle permet d'usiner des pièces de 3 sur 1,5 sur 1,5 mètres, c'est assez grand pour des centres d'usinage. Et l'usinage peut être effectué aussi bien sur 3 axes qu'en mode 5 axes avec interpolation simultanée sur 5 axes. J'ai compris. Je me souviens de nos précédentes conversations que vous cherchez toujours à localiser davantage. Comment ça se passe ici? Tout ce que nous pouvons trouver en Russie, nous essayons de l'intégrer dans nos systèmes, dans nos machines.
En particulier, cette machine, le système de commande numérique, est basé sur du matériel russe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un système d'exploitation informatique russe, Astra Linux russe, et le développement même de la commande numérique est notre propre produit, qui est entièrement localisé. C'est extrêmement rare de nos jours. C'est vraiment formidable. En ce moment, la machine effectue une simulation d'usinage à 5 axes d'une pale d'hélice de navire. C'est une véritable hélice, fabriquée selon la technologie additive, par la méthode de dépôt de fil. Et maintenant, nous simulons l'usinage de finition de la pale de l'hélice. C'est donc une tâche tout à fait pratique que nous réalisons dans notre entreprise. La première fraiseuse grand format est apparue chez nous il y a 8 ans. La tâche de cette machine était de fraiser les bâtis pour nos fraiseuses. C'est-à-dire que toutes les machines que nous développons sont d'abord mises en service dans notre propre production. Elles sont rodées dans l'entreprise, nous corrigeons les défauts de jeunesse, comme on dit. Expliquez-nous brièvement comment votre entreprise est née et s'est développée. Je me souviens Que là aussi, oui, c'est une histoire très intéressante. Un récit très intéressant. L'entreprise est apparue en 2003 comme fabricant d'électronique marine. C'est-à-dire que nous avons commencé avec de petits appareils à installer sur les navires. Très vite, il est devenu nécessaire de fabriquer des boîtiers pour ces appareils. Et nous avons acquis notre première machine laser. Plus précisément, une machine de découpe était tellement peu fiable que nous l'avons... Eh bien, après une énième révision complète de cette machine, nous avons compris que nous pouvions déjà fabriquer notre propre machine nous-mêmes. En fait, c'est ce que nous avons fait. Nous y avons conçu notre propre machine et l'avons mise en service. De la même manière, nous avons tout testé, corrigé tous les problèmes et nous avons lancé cette machine sur le marché. Depuis 2008, nous occupons avec succès l'une des positions de leader, ou plutôt, en Russie, probablement la position de leader dans la production de machines de découpe laser de métal. Après la découpe, nous avons adopté des solutions auxiliaires, système de thermorégulation, système de pliage, également présents sur le marché et à l'exposition. Enfin, nous avons atteint les complexes de fraisage, ce qui nous permettra de compléter tout le cycle de production sur notre équipement. Actuellement, la Russie a pour défi d'accélérer la robotisation de l'industrie. Pour l'instant, nos propres capacités de production de robots ne suffisent pas. Donc, pour ne pas prendre de retard, il est raisonnable d'utiliser également du matériel étranger, mais avec notre savoir-faire. C'est ce à quoi s'emploie la société biélorusse Uday Robotics, en collaboration avec la société russe Permanent. Ils ont présenté à l'exposition une solution complète pour l'automatisation des processus de transfert des jantes d'un support à l'autre, qui est déjà mise sur le marché. Une entreprise en région de Leningrad et ailleurs. Le cycle de production dans cette entreprise. Toutes les 7 secondes, une nouvelle roue apparaît. Nous facilitons bien sûr le travail humain. Nous améliorons la qualité. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, les roues sont prises à la main alors que la peinture n'est pas encore sèche. Et bien sûr, il reste une trace de contact de la main humaine, ce qui diminue la qualité de la roue. Grâce aux robots industriels, nous évitons évidemment ce problème. Et vous avez équipé beaucoup de sites en Biélorussie ? Oui, nous avons eu une opportunité unique. En presque 10 ans, nous avons réalisé toutes sortes d'opérations technologiques en utilisant des robots industriels. Il s'agit de soudage, de peinture, d'usinage, de palettisation, de fraisage, de découpe à l'eau. Pratiquement partout où un robot industriel peut être utilisé, nous avons acquis une réelle expertise dans ce domaine. Nous travaillons avec les principales entreprises de la République de Biélorussie. Il s'agit de Belaz, Gomselmach, MAZ, l'usine de tracteurs de Minsk. Autrement dit, les fleurons de l'industrie biélorusse utilisent nos solutions. Voilà. En ce moment, nous avons décidé, en collaboration avec la société Permanent, d'unir nos efforts, oui, avec une entreprise russe, afin d'entrer sur le marché russe et de proposer une solution pour le marché russe. Il est important de comprendre qu'un robot étranger n'est qu'un simple mécanisme, qu'on ne peut pas simplement amener à l'usine et installer dans l'atelier. Il est nécessaire de l'intégrer correctement, c'est-à-dire de l'introduire dans le processus de production, d'écrire les programmes de commande, de développer les préhenseurs nécessaires, puis d'ajuster le processus jusqu'à la perfection. C'est là que nos cerveaux et nos mains russes, l'expérience et l'ingéniosité biélorusse, ainsi que notre compréhension mutuelle sont nécessaires, sans quoi tout cela serait très difficile. Un manipulateur coûteux reste simplement un morceau de métal. En ce qui concerne les logiciels, mais nous les développons nous-mêmes. Les programmes de commande, la logique de fonctionnement du complexe, les schémas électriques, les schémas pneumatiques, c'est-à-dire toute l'ingénierie associée. Il n'y a pas 2 robots identiques, chacun accomplit des tâches différentes.
Même si la pièce est différente, c'est déjà une tâche différente. Et pour chaque pièce, pour chaque tâche, il est nécessaire de concevoir un système dédié. Je sais que vous travaillez aussi sur la robotisation du secteur commercial, pas seulement industriel. Parlez-nous de vos projets intéressants. En Biélorussie. Oui, nous avons réalisé beaucoup l'appel de la distribution automatique, mais nous ne sommes pas d'accord, parce qu'un distributeur automatique peut contenir au maximum 60 à 80 articles. Dans notre appareil, il y a jusqu'à 400 articles allant du chewing-gum jusqu'à un bidon d'huile de 5 litres. Et tout cela est basé sur un robot industriel. Le client arrive à la station-service, choisit les produits nécessaires sur l'écran, le robot prépare cette commande et la lui remet. Donc c'est une station-service sans personnel? C'est une station-service sans personnel, bien sûr. Les gens ne sont présents que lorsqu'il faut remplir ce pavillon, disons-le ainsi. Il y a 2 ans, nous avons créé une pharmacie robotisée, un cube de 2 mètres sur 2 très compact, vraiment petite. Il a fonctionné pendant environ 11 ou 12 mois à la gare de Minsk. C'est l'endroit le plus fréquenté pour obtenir un maximum de retours de la part des clients. Nous avons été choqués par le nombre d'achats effectués via cet appareil. Les gens ont réussi à comprendre? Les gens ont réussi à comprendre, même si l'appareil scanne le passeport et vérifie l'identité. Nous vérifions que la personne qui a présenté le passeport est bien le titulaire de ce passeport. Nous supprimons l'intervention humaine à n'importe quelle étape, non pas parce que nous voulons nous débarrasser des gens, mais simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Et c'est là le problème, aussi bien en Biélorussie qu'en Russie. Nous le savons d'expérience. Tout le monde a des difficultés avec le personnel qualifié. Voilà ce que vous expliquez. J'ai eu l'impression que la Biélorussie, dans certains domaines de la numérisation et de la robotisation, est même un peu en avance sur la Russie. Je ne dirais pas que nous sommes en avance. Je pense que, vous savez, la Biélorussie est probablement une sorte de terrain d'essai, oui, où de nombreux projets ont été réalisés en Biélorussie, par exemple, conjointement par des entreprises informatiques russes et biélorusses. Ou bien, par exemple, une entreprise biélorusse travaille 1 an, 2 ans, 3 ans sur le marché biélorusse, puis il devient trop étroit, ils s'installent à Moscou, en Russie, et s'agrandissent. C'est une intégration familiale, vous savez. On ne peut pas dire qu'il y a les Biélorusses d'un côté, les Russes de l'autre. En Biélorussie, il est tout simplement un peu plus facile de tester et d'essayer certaines choses, car c'est pareil qu'avec la pharmacie, par exemple. Nous sommes venus, le pays est petit, tout le monde se connaît. Nous sommes venus, nous avons dit que nous devions essayer. Vous avez besoin d'argent? J'ai dit non, pas besoin d'argent, donnez juste un lieu pour l'installer. Tout a été réglé vite, il a été installé. Je comprends que dans un grand pays, c'est difficile. C'est pourquoi certains processus sont d'abord testés en Biélorussie, puis ils passent à la Fédération de Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt un travail collaboratif. Nous sommes quand même, comme je le dis, une famille. Les problèmes sont absolument identiques. La seule question, c'est la taille, c'est-à-dire l'échelle. Là-bas, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Ici, c'est 140 millions. В этом выпуске мы показали вам 5 разных историй о том, как наши люди помнят, что на самом деле все начинается не здесь, на выставке, а со школьной скамьи. Parmi les exposants adultes, nous avons rencontré Sviatoslav, 14 ans de Simferopol. Il ne vend rien et ne propose rien. Simplement, en tant que lauréat de nombreux concours et olympiades en construction de machines-outils, il inspire et prouve qu'en Russie, les esprits brillants et les talents ne disparaîtront jamais. Je travaille dans la construction de machines-outils. Je fabrique des machines-outils. Des machines-outils. Oui? C'est génial. Tu en parles si aisément. C'est ta machine-outil, non? Oui, c'est ma plus petite machine-outil. Je l'ai amenée ici pour l'exposition. Je l'ai assemblée juste avant l'exposition, donc je n'ai pas encore essayé de fraiser du contreplaqué. Mon but était de le découper. Ici, je montre juste comment elle dessine. Oui. Quand tu dis « je l'ai fait moi-même », que veux-tu dire? Je l'ai conçu moi-même, imaginé moi-même, assemblé moi-même et programmé moi-même. Eh bien, j'avais environ 10 ans. Et après avoir obtenu la 3e place à un concours organisé pour les étudiants universitaires, alors que j'étais en CM2, eh bien, j'étais déçu. Mon père m'a dit « Construis une machine à commande numérique ». J'ai demandé ce que c'était. Il a répondu « Je ne sais pas, mais c'est l'avenir ». Alors, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai mis environ 1 an à fabriquer ma première machine.
D'abord 6 mois, puis 3 mois, puis 1 semaine pour assembler une machine. J'ai compris leur fonctionnement. Et maintenant, je vais me concentrer davantage sur l'automatisation, les manipulateurs et les robots mobiles. Quels concours ou olympiades sont à venir? Il y en a? Il y aura le concours de l'inventeur de l'année. J'espère aussi participer à la bataille des robots, à laquelle j'ai déjà pris part il y a 2 ans. Cette année, nous avons seulement déposé la candidature. On atteint. Génial. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Merci. Abonnez-vous à la chaîne Vremia VPRED pour en savoir plus sur le développement de l'industrie et de la science russe.